Bonjour chers élèves, donc les affaires reprennent dans des conditions un peu spéciales, mais bon, puisque la chaîne est en place, la chaîne YouTube est en place, eh bien on va continuer comme ça pour assurer donc la fameuse continuité pédagogique. Donc on était sur le chapitre sur le commerce international, donc on en est à deux tiers passés du chapitre, et on va reprendre où je vais reprendre un petit peu avant là où on s'est arrêté, comme ça évitera que vous vous demandiez voilà, si vous êtes un peu perdu, voilà, vous direz que ça on l'a déjà fait, donc il y aura pas de, il vous manquera absolument rien, vous en serez sûr. Donc, on était dans un petit 4 sur les inconvénients du libre-échange pour les consommateurs. Après avoir fait les inconvénients pour les producteurs un peu plus haut, et encore avant même les avantages pour les producteurs et consommateurs, on termine avec les inconvénients pour les consommateurs du libre-échange. Donc comme pour les vidéos précédentes, je vais donc lire ce que j'ai écrit et faire des commentaires voilà, à droite à gauche si ça me paraît utile. Donc bon là ce sera peut-être un peu plus rapide, parce que c'est un peu plus simple. Donc j'y vais. Alors, la spécialisation productive ne profite pas à tous les travailleurs. En effet, la spécialisation dans certaines productions conduit à l'abandon d'autres secteurs qui ne survivent pas à la concurrence mondiale. Certains travailleurs vont donc voir leur rémunération baisser ou vont se retrouver au chômage. Alors, je fais une pause rapidement avant d'attaquer l'exemple. Donc ça, c'est l'idée que dans certaines économies, on va se spécialiser. On ne va pas répéter 100 fois cette idée, mais Ricardo, HOS, ouais, il y a l'idée que pour pouvoir s'insérer dans le commerce international, il faut appuyer sur nos points forts et donc se spécialiser dans ce dans quoi on est relativement le meilleur ou relativement le moins mauvais, ou ce dans quoi, dans la production des biens qui nous permettent d'utiliser le facteur de production dont on est relativement le mieux doté. Bon, donc ça c'est très bien. En revanche, qui dit spécialisation dit forcément abandon des autres activités. Soit on abandonne toutes les autres activités à 100% pour se consacrer exclusivement à la production d'un seul bien, ou alors à un seul secteur, ce qu'on appelle une spécialisation complète, ça c'est le cas de Ricardo. Soit on décide de réduire fortement l'activité productive des autres secteurs et de rendre dominante l'activité productive d'un autre secteur. Et là, on parle d'une spécialisation dite incomplète. Donc ça, c'est HOS. Donc dans un cas comme dans un autre, il y a des activités productives qui vont soit être fortement réduites, soit disparaître complètement. Et ça a forcément un impact sur notamment les travailleurs puisque les modèles qu'on a pu voir jusqu'à présent, comme tout modèle néoclassique, font l'hypothèse de ce qu'on appelle la mobilité des facteurs de production. C'est-à-dire que les travailleurs sont censés changer de secteur sans problème, changer de secteur et aussi être mobiles géographiquement. Pourtant, la réalité est différente, les travailleurs ne sont pas aussi mobiles que la théorie le suppose. Certains travailleurs ne vont pas se reformer ou ne peuvent tout simplement pas se reformer parce qu'ils sont vraiment dans des secteurs très différents ou alors n'ont simplement pas envie de changer de région. Ils ne veulent pas se déplacer géographiquement. Donc forcément, c'est des secteurs où les travailleurs vont être ou certains, comment dire, il y a certains secteurs qui abritaient certaines activités productives dont ce ne sera plus la spécialisation ou la spécialité, et donc ces secteurs se verront disparaître. Mais les travailleurs, eux, ne disparaissent pas et se retrouvent soit au chômage, soit obligés de faire autre chose, mais à un salaire plus bas, puisqu'ils vont se retrouver relativement moins demandés sur le marché du travail. Donc voilà un exemple. Donc, par exemple, les ouvriers de l'Est de la France, notamment, je mets notamment parce qu'en vérité, il y a eu des ouvriers ailleurs que dans l'Est de la France, mais c'est vrai pour toutes les autres régions, tous les grands bastions ouvriers d'il y a 20-30 ans. Les ouvriers qui se situaient dans ces régions ont perdu leur emploi en raison des délocalisations de l'industrie. Donc vers des pays où effectivement la main-d'œuvre est bon marché et abondante. Donc des pays asiatiques ou des pays de l'Est de l'Europe. Donc ces pays se sont spécialisés comme le préconisait HOS,
dans la production de biens qui leur permet d'utiliser ce qu'ils ont en grande quantité, c'est-à-dire de la main-d'œuvre peu qualifiée et donc peu coûteuse. Donc, sauf qu'en France, eh bien, nous, c'est pas la spécialisation que nous avons choisie. Si tant est que la France se soit spécialisée dans quelque chose, hein, souvent on se rend compte que la France est dans un niveau intermédiaire de spécialisation productive. On fait un peu de tout, on n'est pas très fort dans quelque chose en particulier. Mais ce qui est sûr, c'est que l'industrie prend une place beaucoup moins grande qu'avant. Et donc les travailleurs qui étaient donc des ouvriers, qui forcément n'ont pas forcément fait, enfin qui n'ont pas fait de longues études ou qui étaient spécialisés dans un domaine, se retrouvent sans emploi et sans possibilité d'en retrouver un, à moins de déménager ou de se reformer, ce qui est pas évident forcément quand on a 45 ans, qu'on est plutôt à la fin de sa carrière qu'au début. Donc eux, clairement, ces travailleurs-là sont les perdants de l'ouverture internationale et de la spécialisation. Un autre exemple que vous pouvez mobiliser, vous choisirez celui que vous préférez, hein, ou les deux, c'est la main-d'œuvre espagnole, hein, la main-d'œuvre qualifiée espagnole, qui a des difficultés à trouver du travail à la hauteur de ses qualifications. Donc là, il ne s'agit pas de... On ne dit pas que la main-d'œuvre espagnole ne trouve pas de travail. On dit que, au vu du niveau d'études qu'ont fait une partie de la main-d'œuvre, les emplois qu'ils occupent ne sont pas à la hauteur de ce qu'ils savent faire. Et donc, ils sont sous-payés par rapport à ce qu'ils savent faire. Ou dit autrement encore, ils sont surqualifiés par rapport aux emplois occupés. Donc, c'est ce que j'écris ensuite, hein. Cette main-d'œuvre est très souvent sous-payée par rapport à son niveau d'études, en raison de la spécialisation productive de l'Espagne, donc des biens peu complexes ou agricoles. Donc là, l'Espagne a fait un choix en matière de spécialisation, hein, c'est des biens agricoles ou plutôt des biens simples. Donc pour produire ce type de biens, avoir fait beaucoup d'études n'est pas forcément très utile. Donc forcément, l'économie a moins besoin de ce type de travailleurs, et ces travailleurs se retrouvent avec des salaires plus faibles, ou alors ne trouvent pas de travail. Donc ça, c'était un premier exemple d'effet négatif de l'ouverture aux échanges pour les consommateurs. Et là, bon, on dira plutôt qu'il s'agit plutôt d'un effet négatif pour les travailleurs. Donc les consommateurs sont également des travailleurs. Donc ça, c'est un peu le... Voilà, on les met dans le même panier pour cette sous-partie. Par ailleurs, donc je reprends ici, l'ouverture aux échanges peut être source de dumping social. Alors qu'est-ce que c'est que le dumping social, hein? Ça désigne une pratique qui consiste pour une entreprise ou un État à profiter d'un rapport de force favorable pour imposer aux salariés une dégradation de leurs conditions de travail et de rémunération. Alors cette définition, bon, elle n'est pas très, on va dire, académique ou officielle, c'est plutôt une description de ce qui se passe quand il y a du dumping social. C'est vraiment l'idée qu'on essaye de tirer vers le bas les conditions de travail des salariés, conditions de salaire. Voilà, on essaye de niveler vers le bas parce qu'on en a le pouvoir à un moment donné, parce que les entreprises en ont le pouvoir, ou les États. Et pourquoi fait-on cela? Parce que on a pour objectif de faire venir les entreprises dans notre pays. On a pour objectif d'attirer les investisseurs. Mais il n'y a pas, comment dirais-je, il n'y a pas de mystère, hein. Pour que les investisseurs viennent, il faut qu'ils aient la perspective de faire des profits très importants. Donc, un bon moyen de faire des profits, c'est de promettre aux investisseurs que les salaires seront bas, que la fiscalité sera basse, qu'il y aura pas de, que la réglementation sur le travail sera très avantageuse, qu'on leur donnera même, pourquoi pas, des subventions pour qu'ils viennent s'installer. Voilà, tout est mis en œuvre pour attirer les investisseurs et les entreprises dans le pays. Bon, je reprends ici, hein, je reprends l'idée hein, en la développant. En effet, dans un monde où les capitaux circulent, alors par capitaux, on entend deux choses, hein. Ça peut être soit les machines, c'est-à-dire physiquement, les machines se déplacent d'un pays à l'autre, parce qu'il y a une liberté de circulation des marchandises, mais aussi les capitaux, on peut l'entendre au sens de argent, c'est-à-dire que l'argent circule d'un pays à l'autre grâce à l'informatique. Il n'y a plus de contrôle à la circulation des capitaux, comme ça a pu exister dans les années 1970. C'est-à-dire qu'avant, pour pouvoir faire un virement d'un pays à un autre, il fallait obtenir une autorisation, il fallait le signaler aux banques, c'était pas aussi libre que maintenant. Aujourd'hui, maintenant, les capitaux circulent très librement d'un pays à l'autre, en tout cas dans le cadre de l'Union européenne. Donc c'est dans ce monde-là qu'on est aujourd'hui, et que le dumping, du coup, s'épanouit. Alors, donc dans un monde où les capitaux circulent donc librement, les firmes multinationales, dites FMN, on les définira plus tard,
c'est des entreprises qui, en gros, sont sur plusieurs pays à la fois, cherchent à s'implanter dans les pays qui leur permettront de générer une activité économique la plus profitable, au sens de rentable. En gros, les firmes multinationales, elles ne sont pas là pour être gentilles, elles cherchent à gagner de l'argent et le plus possible. Donc elles vont comparer les pays pour voir ceux qui ont le plus d'avantages à leur proposer. Je reprends ici. Et en même temps, pour un État, attirer des entreprises est un moyen de stimuler l'emploi et de diminuer le chômage. Donc il faut voir aussi donc, que les États, certes, il faut qu'ils abaissent les avantages des salariés, mais c'est aussi un moyen de générer de l'activité économique qui est aussi bon pour l'État. Donc ça, c'est un grand problème, c'est jusqu'où faut-il rogner sur les droits des travailleurs pour permettre qu'il y ait de l'emploi et qu'il y ait moins de chômage. Et aussi, c'est aussi permettre aux élus d'être réélus. C'est un argument énorme pour les maires ou même les présidents, pour être réélus, que de dire regardez, grâce à moi, on a gagné en compétitivité, et donc le chômage a baissé. Donc réélisez-moi, on va continuer. Donc c'est aussi un argument électoraliste de stimuler la compétitivité des nations. Alors je reprends ici. Donc les entreprises le savent, c'est-à-dire elles savent bien que les États essayent de les faire venir, donc elles le savent et cherchent à mettre en concurrence les différents pays pour que ces derniers démantèlent un certain nombre de droits sociaux, donc code du travail. Donc le code du travail, c'est bon, vous voyez, toutes les lois qui organisent la relation entre le salarié et l'employeur, voilà, donc, et qui sont censées protéger plutôt le salarié en raison, rappelez-vous, j'en ai parlé dans les vidéos sur les classes sociales, en raison de sa situation dite de subordination, c'est-à-dire que le salarié, il est dans un rapport de force négatif et il doit obéir aux ordres de son employeur. Et en plus, le salarié n'a pas d'argent de côté en général, il est surtout là parce qu'il a besoin de gagner sa vie. Donc le code du travail, il est censé voilà, protéger le salarié. Démanteler le code du travail, c'est exposer davantage les salariés à la précarité, à des emplois instables. Voilà, ça pose des difficultés pour se projeter dans l'avenir que de remettre en cause le code du travail. Donc c'est une modalité de remise en cause des droits sociaux. La durée hebdomadaire du travail, aujourd'hui, elle est de 35 heures par semaine. D'accord. Si vous travaillez au-delà, vous êtes payé en heures supplémentaires. Donc vous gagnez davantage par heure travaillée en plus. D'accord. Puisque la base, c'est 35 heures. Donc remettre en cause la durée hebdomadaire du travail, ce serait par exemple décider que eh bien, on travaillera plus 35 heures par semaine, mais 40 heures par semaine, payées pareil, évidemment. Il ne s'agit pas de travailler plus pour gagner plus. Il s'agirait de travailler plus pour gagner autant. Donc ça, évidemment, proposer ça aux investisseurs, ce serait très, très attractif pour eux, parce qu'ils pourraient faire travailler davantage les salariés, mais pour moins cher, ou pour un salaire équivalent. Donc remise en cause de la durée hebdomadaire du travail, ça peut être une modalité de remise en cause des intérêts des travailleurs pour attirer les entreprises. Remise en cause du salaire minimum, donc ça c'est un grand classique, c'est-à-dire qui revient régulièrement dans le débat public. Est-ce que le SMIC est trop élevé? D'ailleurs, il y a un chapitre du programme qu'on verra plus tard qui en parle, de ce débat. Voilà, ne vaudrait-il pas mieux supprimer le SMIC ou alors baisser le SMIC de telle sorte que les travailleurs coûtent moins cher, ce qui inciterait les entreprises à embaucher. Voilà, comme c'est moins cher, on embauche. Donc là, vous voyez bien que c'est un enjeu très important de savoir est-ce qu'on remet en cause le SMIC ou pas, sachant que d'un côté, si le SMIC existe, c'est bien parce qu'on a bien en tête qu'en dessous du SMIC, les conditions de vie sont pas terribles. Donc il y a des justifications à l'existence du SMIC. Mais en même temps, voilà, il y a aussi des justifications, ou en tout cas, les économistes se saisissent de ces justifications pour dire que un SMIC plus bas, bah, ça ferait venir les entreprises et peut-être que ça ferait baisser le chômage. Alors voilà, est-ce qu'on veut une société où il n'y a pas de chômage mais où tout le monde est payé 400 euros par mois? Voilà la question qui mérite d'être posée. En tout cas, les entreprises peuvent essayer de négocier ça dans le cadre du dumping social. Alors, donc ces différentes choses qui sont des contraintes pour les entreprises dans leurs objectifs de maximisation du profit. Voilà, effectivement, toutes ces contraintes que j'ai listées qui ne sont pas exhaustives du tout, elles empêchent les entreprises de maximiser leur profit. En fait, dans l'idéal, l'entreprise, elle voudrait que les travailleurs soient payés très peu cher, travaillent beaucoup, soient facilement licenciables, pour en avoir besoin que, enfin pour les embaucher que quand elles en ont besoin,
et pas les payer quand il y a une baisse de la demande ou de l'activité. Donc tout ça, c'est des contraintes. Alors, si on arrivait à les supprimer, là, les entreprises seraient très contentes et elles pourraient gagner beaucoup d'argent. Et donc, elles viendraient peut-être dans votre pays. Donc, c'est ça le dumping social. C'est pourquoi donc de nombreux États rentrent dans ce que l'on appelle la course au moins-disant social. C'est une expression pour dire que les États, chacun essaye d'attirer les entreprises et rogne chacun de son côté de plus en plus sur les droits des salariés pour attirer les investisseurs. Donc on va essayer d'être le moins social possible, d'être le moins avantageux possible pour les travailleurs, pour faire venir les employeurs. Donc afin d'attirer les investisseurs, quitte à sacrifier les intérêts des travailleurs. Par exemple, la plupart des pays européens, l'Allemagne en premier, avec les réformes du chancelier Gerhard Schröder au début des années 2000. Donc ça, c'est quelque chose que vous pourrez recroiser. Donc au début des années 2000, l'Allemagne a réformé son marché du travail. On parle souvent de réformes courageuses, les journalistes aiment beaucoup dire ça, des réformes courageuses, en tout cas des réformes qui ont conduit à ce que le salaire allemand diminue, mais permettant à plus d'Allemands d'être embauchés. Donc il y a eu une flexibilisation du marché du travail à partir des années 2000 par Gerhard Schröder. Et grâce à ces réformes, eh bien, le pays a gagné en compétitivité, ça a attiré des investisseurs et donc de fait le chômage a baissé. Mais comme je l'ai redit tout à l'heure, le chômage a baissé, mais à combien sont payés les Allemands? Jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour avoir pas de chômage? Est-ce qu'on est prêt à être payé 400 euros pour qu'il n'y ait pas de chômage? Donc ça, c'est quand même, faut quand même avoir un regard critique là-dessus. Toujours est-il que d'autres pays ont suivi après l'Allemagne hein, pour essayer d'être aussi compétitifs. Donc réforme du marché du travail conduit à des salaires plus faibles, à un report de l'âge de départ à la retraite. Donc, vous voyez si ça vous rappelle pas quelque chose. Hein. Donc les Allemands, eux, le report de l'âge de départ à la retraite, ils l'ont fait il y a déjà presque 2 décennies. Donc voilà, vous voyez bien que les réformes ne viennent pas de nulle part, hein. C'est la recherche de la compétitivité. Hein. Donc uniquement pour gagner en compétitivité et surtout pour attirer les investisseurs, ce qui nuit aux intérêts des travailleurs. Donc ça, c'était donc le dumping social. C'est comment est-ce qu'on marchande en tant qu'entreprise pour tirer vers le bas les droits sociaux pour payer moins de charges et ensuite pouvoir faire un maximum de profit. L'autre modalité du dumping, c'est le dumping fiscal. Ça va être très rapide parce que ça ressemble beaucoup à l'autre. C'est juste l'idée que quand on met en concurrence les États, une autre façon de faire venir les entreprises, c'est de dire qu'il n'y aura pas d'impôt. La fiscalité sur les bénéfices, par exemple, sera très faible. Donc chaque État, les États se bagarrent les uns avec les autres en proposant des impôts de plus en plus faibles pour permettre aux entreprises de venir, ou pour les inciter à venir mener leurs activités chez vous, chez eux. Donc ça c'est le dumping fiscal. L'inconvénient que ça a pour les consommateurs, hein, c'est que si les États pratiquent une fiscalité de plus en plus faible, ça veut dire que, et ça c'est pas écrit dans le cours, donc ça faudra bien que vous le notiez en plus, j'ai oublié de le mettre, mais un autre inconvénient c'est que si l'État pratique moins d'impôts sur les entreprises, sur les bénéfices, il y a moins de rentrées fiscales, donc l'État il récolte moins d'argent puisqu'il prélève moins d'impôts sur les entreprises pour qu'elles viennent. Donc c'est des services publics en moins. Hein, c'est des services publics en moins, c'est-à-dire que les hôpitaux, il n'y a plus de sous pour les faire fonctionner. Les écoles, il n'y a plus de sous pour les faire restaurer, pour les entretenir. Il n'y a plus de sous pour embaucher des fonctionnaires. Donc là, en ce moment, avec le coronavirus, hein, pour ne pas en parler, eh bien, vous voyez bien les inconvénients que ça a de ne pas pratiquer d'impôts suffisamment élevés, c'est qu'on n'entretient plus les services publics. Et quand il y a une crise, eh bien, une crise sanitaire, on se retrouve bien dépourvu. Donc voilà, ça c'était le dumping fiscal. Donc vous voyez bien... Et surtout, ne perdez pas de vue l'idée que pour qu'il y ait du dumping, il faut qu'il y ait mise en concurrence des États. Et pour qu'il y ait mise en concurrence des États, il faut qu'il y ait libre circulation des capitaux. Voilà. Il faut qu'il y ait des échanges de capitaux. Si on bloquait les flux de capitaux, il n'y aurait plus ce problème de dumping social et fiscal. Si l'entreprise était obligée de rester dans le pays, ne menaçait pas de délocaliser quand ça les arrange, ça n'existerait pas ce chantage à l'emploi. C'est possible uniquement parce que les États, de leur propre aveu, hein, se sont liés les mains et ont accepté que les capitaux circulent librement au nom de la concurrence libre et non faussée. Voilà, bon, je referme la parenthèse.
Donc, bon, je crois que je vais m'arrêter là. On va reprendre au B dans une seconde sur donc un autre aspect du chapitre, sur les avantages du protectionnisme et les limites de cette pratique. Donc on va définir ce que c'est, et ainsi de suite. Donc je mets pause et je reprends.